Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire que nous organisons sur le thème du photovoltaïque en copropriété. Nous avons souhaité vous présenter ce sujet sous un angle très pragmatique ce soir, donc à travers deux expériences qui sont assez différentes, mais elles ont un point commun, elles ont pour modèle économique l'autoconsommation collective. Et on souhaite rester sur un format de webinaire court. On ne veut pas se disperser. Donc, on va se concentrer sur ce modèle, celui de l'autoconsommation collective. Et donc, ce soir, on ne va pas aborder le photovoltaïque en copro sous l'angle de la vente totale. Si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous êtes fortement déçu, n'hésitez pas, à la fin du webinaire, on va vous demander si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains mois. Voilà. N'hésitez pas à le faire ressortir, c'est pas qu'on s'intéresse pas au sujet, c'est juste que tout faire entrer en 1 heure, c'est c'est difficile. Ah, pas de souci. Je pense que ce sera enregistré. En tout cas, c'est enregistré et qu'on vous enverra le replay pour ceux qui peuvent pas assister à la présentation. Voilà. Je vais pas regarder le chat tout le temps. Je vais essayer d'y aller régulièrement, mais voilà, si je vois pas un message, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc le thème de ce soir, je vous l'ai dit, photovoltaïque en copropriété, booster votre rénovation énergétique. Il y a une 50aine d'inscrits, il n'y a que 19 personnes connectées, mais je suppose que c'est le jeu des webinaires. On va passer. Alors, on va commencer par une introduction au webinaire. Ensuite, on fera deux petites slides sur l'autoconsommation collective, les généralités, le retour d'expérience d'une copro, le projet Response sur Dijon et une conclusion et un temps d'échange qu'on a souhaité assez long pour voilà, laisser la place aux questions. Les intervenants, moi-même, je suis Jessica Lévy, je suis chargée de mission en rénovation énergétique de copropriété. Ce soir, j'ai ma casquette service Rénovéco de Dijon Métropole. Il y aura Laurence, peut-être vous voulez vous présenter directement Bon, je continue. Oui, Vous Laurence? m'entendez? Oui, je t'entends. Bonjour à tous. Donc, Laurence Devaux, chef de projet à Rénovéco, donc de la direction de l'habitat à Dijon Métropole. Rénovéco qui vous présentera après les objectifs. Voilà. Je me présente également. Oui, s'il vous plaît. Alors, Johan Desgeorges, chef de projet en rénovation globale de copropriété et responsable d'équipe au sein du cabinet de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage Cnova, qui travaille principalement sur la rénovation globale de copropriété. Très bien, merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour. Vous m'entendez aussi, j'espère. Très bien. Je suis Adrien Rouchette, je suis chef de projet pour Dijon Métropole et en particulier pilote du projet Response, dont on parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, donc, juste une toute petite slide sur les règles. On va rester donc sur un format court, 1 heure de présentation en 2 temps et un grand temps de questions-réponses. Pour communiquer, merci de couper vos micros, mais vous pourrez poser vos questions en allumant vos micros à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans le chat. On fera un tour à la fin. Si voilà, vous avez peur de perdre votre question, on fera aussi un tour du chat. On enregistre, donc vous avez été prévenu normalement quand vous avez allumé le webinaire. Donc, ce sera enregistré et rediffusé. On vous enverra la présentation qu'on fait défiler aux personnes inscrites. Voilà. Je laisse Laurence présenter le service Rénovéco. Oui. Du coup, alors, Rénovéco, donc c'est un service de Dijon Métropole.
Dijon Métropole est sur le territoire sur 23 communes, des communes qui entourent Dijon. Donc, on est un service qui renseigne sur l'amélioration du logement avec un guichet unique. Donc, on a un numéro de téléphone unique qui permet à toutes les personnes qui se posent des questions sur comment se lancer dans une rénovation énergétique ou voilà, comment appréhender ce sujet. Également sur l'adaptation du logement liée à la perte d'autonomie et puis la rénovation de l'habitat dégradé. Voilà. Et puis, pour certains ménages, en fonction des revenus, de- des, des ressources des ménages, on peut les accompagner dans leur projet de rénovation avec un accompagnateur rénove et dans le cadre d'une copropriété pour ce qu'on appelle notre programme coaching copro. Voilà, où on peut, ce qu'on fait plus ou moins dans le cadre de cette webconférence, où voilà, on vous donne des clés sur comment se lancer dans une rénovation énergétique qui est beaucoup plus complexe dans une copropriété que dans le cadre d'une maison individuelle. Et voilà, on est aussi là pour informer de façon générale dans le cadre de conférences, de ce qu'on appelle les balades thermiques, donc pour que les personnes puissent prendre conscience euh, du bienfait de l'isolation d'un bâtiment. Et puis, dans le cadre de salons, comme le salon de l'habitat à Dijon ou sur d'autres communes de la métropole. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à Adrien. Oui, Vous pouvez allumer, rebonjour. vous pouvez allumer votre caméra hein, si vous le Oui, bien souhaitez. sûr, sans problème. Hop. Merci. Je vais présenter quelques généralités hein, comme prévu très rapidement sur l'autoconsommation collective pour être sûr qu'on soit tous à peu près sur la même ligne. Il se trouve que je ne suis pas un expert de l'autoconsommation collective, mais on travaille avec l'autoconsommation collective dans le cadre de Response. Donc, je vais vous donner quelques éléments si vous voulez bien passer à la slide suivante. Je sais pas, moi je peux pas passer les slides. Ouais, merci. Donc en gros, dans un bâtiment classique, vous avez, ou dans un groupe de bâtiments, vous avez un compteur Linky qui va permettre de compter les kilowattheures électriques qui sont débités par le bâtiment pour sa consommation. Dans une copropriété, eh bien, il y a généralement un compteur pour les communs et un compteur pour chaque appartement. Il se trouve que tant que vous êtes en autoconsommation individuelle, c'est je viens mettre un panneau, enfin, une centrale, plusieurs panneaux, et ça peut même être autre chose que les panneaux d'ailleurs, ça peut être une éolienne ou un barrage, un petit barrage hydraulique, mais là aujourd'hui on va parler que de photovoltaïque. Mais je viens mettre une centrale et cette centrale en individuel, ça revient à dire que cette électricité est délivrée directement au bâtiment dans des conditions qu'on appelle en aval compteur, c'est-à-dire que tout ce qui est consommé par le bâtiment qui vient du panneau solaire est en fait déduite de la consommation apparente du point de vue du compteur. Par conséquent, c'est comme si la consommation n'avait jamais existé du point de vue de votre compteur électrique. Et donc, elle vous sera jamais facturée. Et elle a jamais été comptée par votre compteur. Donc ça, c'est le cas individuel. Ça ne veut pas dire individuel dans le sens une seule personne, c'est dans le sens en aval compteur. Il y a un cas qui est l'autoconsommation dite collective. Donc là, à ce moment-là, vous avez une part de cette consommation qui va repasser, de cette production, pardon, je vais trop vite, de cette production photovoltaïque qui va être consommée en direct, mais aussi qui peut passer le compteur et aller vers un autre point de comptage. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est on a un immeuble dans lequel les panneaux produisent vers le réseau, donc là, qui déverse vers le réseau qui est en bas, là, en vert. Et une partie de cette électricité est redistribuée vers les différents logements qui sont avec les petits linky qui sont sur la droite. Et donc là, ça fait qu'on a bien un passage de l'électricité par le réseau local. Et à ce moment-là, l'électricité peut être délivrée à des points de comptage différents que celui auquel a été produit l'électricité. Par contre, comme vous avez une utilisation de l'électricité, pardon, vous avez une utilisation du réseau, vous allez avoir des taxes d'utilisation du réseau qui vont s'appliquer. Et le dernier cas, c'est un cas où on produit l'électricité, elle est directement revendue. À ce moment-là, elle n'est pas du tout au bénéfice de la consommation ni des communs
du bâtiment ni des logements et elle est revendue dans le réseau. On a dit qu'aujourd'hui, on n'allait pas regarder ce cas-là. Les éléments qu'on va regarder aujourd'hui, c'est uniquement les deux cas qui sont à gauche. Sachant que, si vous faites attention, le cas de l'autoconsommation collective qui est au milieu, en réalité, il fait un peu les deux. Vous avez le panneau qui est à gauche qui fait plutôt de l'autoconsommation dite individuelle, qui est directe pour les communs du bâtiment, pour l'espèce de cage d'ascenseur. Et puis vous avez le panneau qui est à droite, là, qui dépose dans le réseau et qui alimente les différents logements ou éventuellement les communs, mais en passant par le réseau, qui donc fait l'objet d'une taxe. Je vais passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Voilà. Et il se trouve que dans une journée typique, donc là, c'est un exemple, là, c'est des choses assez banales hein, que je vais présenter, mais l'idée, c'est qu'on a la production qui est la grosse cloche qu'on a au milieu, c'est la courbe de production. Et vous avez une partie de cette consommation qui va être, une partie de cette production qui peut être consommée dans les communs, qui peut être éventuellement consommée par les locataires dans le cas d'un système d'autoconsommation collective, et puis vous avez du surplus. Il se trouve que vous voyez que vous avez, quoi qu'il arrive, quand même une partie de la consommation des communs qui ne pourra pas être couverte par la production. Idem pour la consommation des locataires ou des habitants du bâtiment, hein, dans le cas où ce serait que des locataires propriétaires. Et vous avez un surplus qui, lui, va devoir être pris en charge par soit un responsable d'équilibre, soit idéalement par un cas de tarif de rachat réglementaire qui va permettre de s'affranchir du besoin d'avoir un responsable d'équilibre. Et à ce moment-là, les kilowattheures vendus eh bien, produisent des recettes pour ceux ou celui qui ont investi dans la centrale solaire qui est sur la toiture. Il se trouve que dans le cas de réponse que je présentais tout à l'heure, eh ben, on s'intéresse à ces différents cas parce que ces différentes catégories de destin pour l'électricité eh bien, produisent des recettes pour les locataires ou pour les bailleurs. Et donc, ça va avoir une importance dans la construction de notre modèle d'affaires pour la mise en place d'une centrale solaire sur la toiture des bâtiments. Oui, là, c'est un schéma où il y a écrit logement social, consommation locataire, mais on aurait pu remplacer par habitant hein, dans le cas d'une Tout à fait. copropriété. En première approximation, oui, les choses sont identiques. Hein. Les communs, vous en avez dans toutes les grandes copropriétés. Et par contre, les locataires, c'est les habitants, effectivement, là en l'occurrence. Oui, Puisque c'est aussi de l'habitation classique. tout à fait. Est-ce que je peux passer? Bien sûr. Merci beaucoup. On va tout de suite passer, merci hein, pour la présentation, c'était très clair. On va passer au retour d'expérience de la copropriété. Pardon? Il y a peut-être quelqu'un qui a allumé son micro. Ah, c'est moi. D'accord. Vous avez aussi allumé la caméra, c'est parfait. Eh ben, je vous laisse prendre, enfin, je vais faire défiler les slides, mais je vous laisse prendre la parole. Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Pour resituer notre intervention, effectivement, nous, c'est Nova, on intervient après les guichets uniques qui sont là pour conseiller les copropriétaires sur les possibilités de rénover leur bien immobilier. On est là pour soit de la phase de programmation, donc les diagnostics techniques globaux, les audits ou les plans pluriannuels de travaux, soit ensuite pour cette phase-là qui est la phase de maîtrise d'œuvre et de conception d'un projet de rénovation. Et donc, je vais vous présenter le projet de rénovation de la copropriété La Croix-Blanche, qui est basée à Lyon et sur laquelle il y a un projet d'installation de panneaux photovoltaïques. Je vais vous expliquer dans quel cadre ce projet est intervenu. Donc là, vous avez une photo avant travaux et puis après l'intégration paysagère, donc le rendu final qu'il y aura suite à la réalisation des travaux de la copropriété. Il faut savoir que c'est une copropriété donc, qui a été construite dans les années 60, en 1964, composée de 41 logements et qui avait une étiquette énergétique initiale, donc il l'a toujours, puisque les travaux vont être votés, non, ils vont être votés le mois prochain, en étiquette E. Ça a une importance parce que le projet de panneaux photovoltaïques s'intègre dans une réflexion sur une rénovation globale de la copropriété, comme je vous le disais initialement. Et notre rôle ici, c'est de les accompagner dans la définition du programme de travaux pour à la fois améliorer l'enveloppe du bâtiment, pour réduire les consommations énergétiques, pour rendre plus efficaces les équipements
et donc rendre plus efficaces les équipements. C'est notamment les équipements collectifs, les équipements de chauffage, d'éclairage des parties communes, de ventilation. Et sur ces équipements de chauffage, dans le cadre de cette copropriété, il y a un changement du système de chauffage qui va consommer effectivement plus d'électricité, d'où l'intérêt d'installer des panneaux photovoltaïques derrière. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Pour rappeler un peu la genèse du projet, vous expliquer quelles ont été les différentes étapes, la copropriété a d'abord réalisé un audit énergétique. Cet audit énergétique leur a donné des grandes pistes sur les travaux qui étaient envisageables et qui allaient être nécessaires également pour leur copropriété. Donc l'audit énergétique, si je caricature un peu, c'est notamment des éléments qu'on va retrouver dans un plan pluriannuel de travaux, avec un diagnostic, avec des préconisations de travaux pour améliorer la performance du bâtiment et de ses équipements, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour améliorer la sécurité et la santé des occupants du bâtiment, et pour pérenniser l'ouvrage. Donc, suite à cet audit, la copropriété s'est lancée, donc accompagnée par nous-mêmes, dans une mission de conception de maîtrise d'œuvre, où a été établi, au fil des étapes, un programme de travaux qui correspond à leurs besoins. Et durant cette étude, pour vous expliquer un peu le contexte, il est exigé sur la métropole de Lyon de vérifier la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Il est imposé donc la réflexion de est-il possible ou non d'installer des moyens de production d'énergie renouvelable sur les copropriétés, uniquement dans la phase de réflexion. Donc ça nous est imposé à nous en tant que maître d'œuvre de présenter ça à la copropriété, et après à la copropriété de choisir, de voir si ça l'intéresse ou pas. Le programme qui a été travaillé avec le conseil syndical est composé de l'isolation par l'extérieur des façades, avec 20 cm de fibre de bois, la révision des garde-corps. Donc on conserve les garde-corps existants, mais on vérifie que les ancrages soient pérennes et on les retravaille s'il y a eu des problématiques d'éclat de béton, de corrosion des ancrages. On va les retraiter également en peinture. Il y a également la réflexion de l'étanchéité de la toiture terrasse, et c'est un élément important à avoir en tête parce que doit être intégré dans la réflexion sur les panneaux photovoltaïques, sur quel support on va les poser. Et donc là, on sait qu'on va partir sur un support entre guillemets neuf, puisqu'on va refaire l'étanchéité, revoir l'isolation de cette toiture terrasse, et c'est ce nouveau complexe d'étanchéité qui va venir supporter les panneaux photovoltaïques. On va du coup prévoir dans les cahiers des charges de consultation des entreprises les exigences minimales en termes de performance thermique, bien sûr, mais aussi en termes de résistance à la compression, pour que ce complexe d'étanchéité soit à même de supporter des équipements qui vont rester en place un certain nombre d'années. Le programme prévoit également l'isolation des planchers bas, avec la mise en place, la réalisation d'un flocage en laine minérale. Donc les planchers bas, c'est les planchers qui séparent les locaux non chauffés des logements. C'est le plafond qui sépare le local non chauffé du logement. Ça peut être des caves, ça peut être des garages, ça peut être des locaux communs. Également, ce programme intègre la mise en place d'une ventilation hydro-réglable, des travaux de remplacement des menuiseries collectives, et dans la réflexion, pendant les études de faisabilité, un des points d'ailleurs de départ du projet auprès de la part des copropriétaires, c'était qu'ils doivent remplacer leurs chaudières qui sont actuellement à gaz. Et donc, dans la réflexion, a été travailler les différentes solutions qui s'offraient à la copropriété pour passer sur un autre système qu'un système avec production de chaleur par une énergie primaire de gaz. Et donc, la copropriété on leur a proposé plusieurs scénarios, dont la mise en place d'une pompe à chaleur qui garde une part de production gaz. Donc, c'est une pompe à chaleur hybride qui va fonctionner à la fois avec de l'électricité et à la fois avec du gaz. Mais cette pompe à chaleur va consommer beaucoup plus d'électricité que ce qui était le cas auparavant avec l'ancienne chaufferie.
Et donc, cela apporte un intérêt complémentaire à installer un moyen de production d'électricité locale directement sur place et consommé directement par les équipements de la copropriété. C'est pour ça qu'a été complété le programme de travaux avec l'installation des panneaux photovoltaïques. Ce programme-là permet à la copropriété de passer d'une étiquette E à une étiquette B. On va avoir un gain énergétique sur la base du calcul, la méthode DPE, de 55%. Donc, on va réduire de plus de moitié les consommations énergétiques de la copropriété. Ça représente, en termes d'investissement par rapport à la valeur du bien, quand on fait une comparaison entre, pour un copropriétaire, l'investissement qui doit être mis sur la table en comparaison de la valeur de l'appartement, ça représente 11% de la valeur de leur appartement en moyenne. Et ça permet une valorisation patrimoniale, donc une augmentation de la valeur des appartements immobilières de environ 10%. Donc ce 10%, il est basé sur l'étude de la Chambre des notaires de France, étude sur la valeur verte, qui va comparer à logement équivalent, à prestations équivalentes et à localisation équivalente l'impact de l'étiquette énergétique sur la valeur du bien. Et donc, en moyenne, quand on passe d'une étiquette E à une étiquette B sur la région Rhône-Alpes, on gagne 10%. Et ça, c'est des valeurs qui datent enfin, c'est des statistiques qui datent de 2021. On n'a pas les nouvelles statistiques. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a un intérêt à aller vers des rénovations globales qui vont permettre d'améliorer grandement à la fois le confort et également la valeur du bien des copropriétaires. L'effort financier qui vous est présenté en haut à droite du tableau, c'est ce que vont débourser les copropriétaires pour un T2 ou pour un T4, déduction faite des économies d'énergie et des subventions. Donc, on regarde le coût d'investissement de l'ensemble du programme, auquel on vient déduire le montant des subventions, et on regarde ça, ce que ça représente comme charge sur 20 ans, puisqu'il y a des dispositifs de prêt qui sont proposés, les guichets uniques France Rénov sont très bien informés sur ces sujets-là, des dispositifs de prêt qui sont proposés aux copropriétaires pour lisser la charge dans le temps, hein. On est sur des projets de rénovation globale qui coûtent euh, passablement cher et qui sont sans commune mesure avec ce que voient des copropriétaires dans une vie courante de copropriétaire, à part au moment de l'achat. Donc, pour pouvoir faire face à cette dépense, il y a des dispositifs de prêt type éco-prêt à taux zéro qui permettent de lisser dans le temps. Donc là, il y a eu un calcul qui a été fait sur 20 ans. Quand on lisse la charge sur 20 ans et qu'on enlève, qu'on retire les économies d'énergie que l'on va avoir sur facture, ça fait un effort financier de 60 à 104 euros par mois pour les copropriétaires. Donc, le projet a été lancé en novembre de l'année dernière et il va être voté en novembre de cette année, puisque la réunion d'information des copropriétaires aura lieu d'ici 10 jours et le vote des travaux va avoir lieu le 7 novembre. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et dites-moi si je suis un peu trop loin. Non, c'est Donc, parfait. quel est l'intérêt d'une production photovoltaïque en copropriété? Là, on est sur un cas de figure où c'est une autoconsommation pour des parties communes. C'est une autoconsommation totale. Pourquoi? Parce qu'on a des consommations électriques importantes sur les parties communes, avec les ascenseurs, avec les éclairages, avec l'installation future d'une pompe à chaleur. Et on a aussi une place qui est limitée sur le toit. Ce que vous voyez sur les images du bas, et notamment celle qui est en bas à gauche, c'est un plan de toiture où l'on peut voir en orange clair les édicules que l'on a sur le toit. Donc, c'est les petits bâtiments qui nous permettent d'accéder au toit. Où l'on peut voir tout à gauche l'emplacement de la pompe à chaleur, dans des unités extérieures de la pompe à chaleur, puisque quand on installe une pompe à chaleur, on va avoir des échangeurs à mettre en place à l'extérieur, et notamment principalement sur les toitures. Enfin, quand on a des bâtiments avec une toiture terrasse, c'est sur le toit que ces unités vont être positionnées. Et on voit aussi qu'on installe une VMC, donc on met en place un réseau de ventilation, c'est ce que vous voyez en rouge, en vert, en jaune, qui va prendre de la place sur la toiture et donc qui va réduire l'espace disponible pour l'installation des panneaux. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la réflexion doit se mener de manière globale. On doit prendre en compte, quand on installe des panneaux photovoltaïques, qu'est-ce qui va se passer dans le temps
sur la zone où on installe ces panneaux. Et typiquement, bah, si on met en place un système de ventilation, pour peu qu'il ne soit pas existant au départ, on va prendre un espace également pour ce système de ventilation-là, ce qui a limité la possibilité d'installer des panneaux. On va prendre en compte aussi le fait que ces panneaux, ils vont être entretenus et il va y avoir une maintenance à réaliser. Donc, il va falloir pouvoir circuler entre les panneaux et avoir des distances minimales entre les panneaux et le reste des équipements. Euh, Ça nous a amené donc à un dimensionnement d'une installation de panneaux photovoltaïques de 18 kW crête. Donc les kilowatts crête, c'est la puissance maximale que peut produire un panneau. Et 18 kW crête, c'est la puissance maximale que peut produire l'installation. Après, bien sûr, la puissance, l'énergie produite, délivrée par l'installation va être dépendante de l'ensoleillement, de l'orientation, l'inclinaison du soleil et de plein d'éléments comme ça. Mais au maximum, l'installation fait 18 kW crête. Cette installation, elle coûte 47 800 euros sur un budget à 1 900 000 euros pour l'ensemble de la rénovation, hein. On est sur un projet conséquent, comme je vous le disais, avec notamment aussi des sujets de désamiantage qui forcément impactent fortement le prix de la rénovation globale. Euh, il a été étudié le fait de faire soit de l'autoconsommation totale, soit de la revente, soit de l'autoconsommation partielle. Et il s'est avéré que sur ce projet, comme l'installation elle est réduite et elle va couvrir finalement 25% des besoins de consommation d'électricité des parties communes, il s'est avéré que c'était plus intéressant économiquement pour la copropriété de passer sur de l'autoconsommation totale. Ce qui ne veut pas dire que toute l'électricité produite par les panneaux pourra être consommée de façon certaine en temps réel par les installations. Il y en aura une partie qui sera certainement tout de même redistribuée vers le réseau, mais que cette partie, elle est tellement infime que c'est pas intéressant d'avoir un contrat avec euh, un contrat avec EDF de revente de cette électricité, parce que qui dit revente dit aussi paiement de taxes pour l'utilisation du réseau, comme expliqué initialement, comme auparavant mon prédécesseur, et donc des coûts supplémentaires. Donc là, on va autoconsommer la totalité de l'électricité qui sera produite par les panneaux. On voit sur la deuxième ligne de cette slide que on va produire 20 mégawattheures d'électricité par an, que l'on multiplie par 230 mégawattheures, ça nous fait une économie de 4 600 euros par an. C'est-à-dire que je compare l'électricité produite avec les panneaux à ce que ça m'aurait coûté si je l'achetais sur le réseau. Actuellement, si j'ai un contrat d'électricité avec un fournisseur, ça va être entre 230 et 250 euros du mégawattheure. Eh ben, cet argent-là, je ne vais pas avoir à le payer puisque ça va être directement l'électricité produite par les panneaux. C'est ce qui nous fait les 4 600 euros d'économie et qui permet d'avoir un amortissement sur 9 ans, puisque en plus de ça, on a une prime à l'autoconsommation, à l'investissement initial, qui nous permet de réduire un peu le coût de l'installation. Ce que l'on peut voir avant de passer à la slide suivante, c'est que effectivement, on va avoir un certain encombrement sur la toiture et que ça peut avoir un impact aussi sur la production d'électricité des panneaux. Pendant l'étude de faisabilité, on vérifie ces points-là. Par exemple, autour de la toiture est prévue l'installation de garde-corps de sécurité, ce qui est une obligation d'avoir des protections collectives sur les toits des toitures terrasses, notamment quand on refait entièrement les étanchéités de toiture. Et donc ces garde-corps, même si c'est des garde-corps avec des lisses horizontales, donc des garde-corps très fins, il n'y a pas de remplissage, hein. Il y a une lisse, une main courante, une lisse intermédiaire et puis une lisse en partie basse. Malgré tout, ça va créer un léger masque sur les panneaux photovoltaïques et ça va donc réduire la production d'électricité. Donc ça, il faut l'intégrer dans l'étude de faisabilité. De la même manière, on va intégrer ce qui se passe autour du bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres masques? Est-ce qu'il y a des moments, le soleil va être caché par un autre bâtiment? Pour voir quel est l'impact sur la production. Et pour savoir si on va arriver à consommer quelle quantité d'énergie produite on va pouvoir consommer directement sur site, sur la copropriété,
il faut accéder ce qu'on appelle aux points de livraison, donc aux informations au niveau des points de livraison. Donc les points de livraison, c'est les compteurs. Avec Enedis, on peut récupérer euh, les consommations sur un pas de temps de 10 minutes. On peut savoir sur une année, au niveau du compteur, quelle a été l'électricité appelée toutes les 10 minutes. Et là, on voit la courbe de charge. On voit à quel moment la copropriété consomme énormément d'électricité, à quel moment elle en consomme moins, pour mettre ça en parallèle, en face de la production des panneaux photovoltaïques. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer si on va pouvoir passer sur de l'autoconsommation totale ou partielle avec la revente du surplus. Voilà pour cet exemple. J'ai une dernière slide. Combien de temps il me reste? Je ne sais pas. J'ai une dernière Vous pouvez y slide aller. avec, ouais, d'accord, avec quelques points de vigilance. Donc j'en ai déjà cité quelques-uns. Les points de vigilance avant de se lancer, quand en copropriété on souhaite installer des panneaux photovoltaïques, il faut déjà savoir si on a un espace disponible, une surface suffisamment grande, pardon, pour les installer. Sur cet espace, est-ce qu'il y a des travaux à faire de réfection? Donc, on parlait tout à l'heure de l'état de la toiture. Dans quel état est la toiture? Est-ce que ça va nécessiter de refaire l'étanchéité si je veux poser des panneaux sur la toiture ou non? Quand je dis l'étanchéité, ça peut être là, pour le coup, une toiture terrasse, c'est une étanchéité bitumineuse, mais on peut avoir les mêmes problématiques quand on vient se poser sur une toiture à rampant, une toiture tuile ou autre. Si on a de l'isolant déjà en place, est-ce que cet isolant a une résistance à la compression suffisante? Est-ce qu'il est suffisamment résistant pour venir supporter des équipements qui sont installés en permanence sur la toiture? Tout ça, c'est ce qui va permettre de garantir aussi l'installation photovoltaïque dans le temps. Est-ce que l'on peut y accéder facilement? Il y a certaines toitures où on a une trappe d'accès, mais qui est très, très difficile d'accès. Et donc, il faut avoir en tête qu'on aura une maintenance de ces panneaux, on aura un nettoyage annuel, on aura à vérifier certains équipements, on aura à vérifier le bon fonctionnement des onduleurs, etc. Tout ça, ça nécessite donc que l'on puisse accéder à l'endroit où sont installés les panneaux. Et donc, en toiture, il faut à la fois que l'accès soit facile et sécurisé. Donc facile pour que les gens puissent y monter avec leurs équipements et sécurisé pour que l'on n'ait pas de risque de chute, notamment quand on intervient sur les panneaux. Donc ça, c'est une obligation de la copropriété en tant que maître d'ouvrage d'assurer la sécurité des entreprises qui viennent faire des travaux sur vos bâtiments. Il faut vérifier la présence de masques. Donc, ce qu'on appelle les masques, c'est les masques solaires. Donc, c'est les éléments, des bâtiments, des arbres, sur une toiture, ça peut être les souches de cheminée, les édicules, qui vont générer de l'ombre et qui vont donc réduire la capacité des panneaux à produire l'électricité. Et donc, ça va réduire aussi, enfin, ça va augmenter le temps de retour sur investissement. Ça va rendre moins intéressant l'installation. L'équilibre économique de l'installation. Point de vigilance que je vous ai partagé avec le projet sur la Croix-Blanche, c'est est-ce que j'ai d'autres travaux à faire? Est-ce que j'ai des synergies à trouver? Si j'ai d'autres travaux à faire, à quel moment et quels vont être ces travaux? Est-ce que ça va impacter ma toiture? Est-ce que mes panneaux photovoltaïques vont gêner les travaux à venir ou la maintenance des équipements à venir autres que les panneaux? Tout ça, c'est donc l'installation des panneaux est à mener dans une réflexion globale du fonctionnement de la copropriété. Ça devient un équipement à part entière des installations, des équipements de la copropriété. Et donc, il faut le prendre comme tel, avoir une vision globale du projet. Et quelques autres points que j'ai listés. Combien on a de points de livraison? Tout à l'heure, on évoquait que souvent, il y a un compteur pour les parties communes. Mais il y a des copropriétés où nous, on a des cas de figure de copropriétés où il y a 6-7 compteurs. Et à ce compte-là, si on a 6-7 compteurs, ça veut dire qu'on a 6-7 installations en parallèle. Quelles installations sont fortement consommatrices d'électricité? Et donc, sur quel compteur, sur quel réseau on va venir injecter l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Et si on raccorde à plusieurs
installations, eh ben, on augmente le coût de l'installation parce qu'on a plus de câblage électrique à réaliser. On a potentiellement plus d'équipements du type onduleur à mettre en place parce qu'il y en aura au moins un par installation, etc. Est-ce qu'on a une arrivée d'eau à proximité pour nettoyer les panneaux? Souvent, on entend dire que la production d'électricité des panneaux, elle réduit fortement dans le temps, ce qui n'est pas prouvé par les différents retours d'expérience quand les panneaux sont bien entretenus. Quand les panneaux sont mal entretenus, avec la poussière qui se dépose sur les panneaux, effectivement, on peut avoir une perte de rendement. Mais c'est pour ça qu'il y a un nettoyage, il y a une maintenance, et notamment un nettoyage à minima annuel qui est à prévoir sur les panneaux. Comme je vous disais, la production des panneaux, elle doit être raccordée au réseau électrique sur lequel on veut venir injecter l'électricité. Donc, dans les réflexions, il va y avoir où est-ce que chemine le réseau électrique? Est-ce qu'on a des gaines techniques qui nous permettent facilement de ramener un cheminement électrique, un câblage électrique, afin de venir se connecter à l'installation dans laquelle on veut injecter l'électricité? Ou est-ce que ça induit des travaux conséquents? Ça va avoir un impact sur le coût de l'installation. Le positionnement des onduleurs qui permettent de passer d'électricité continue à alternative. Ces onduleurs doivent être dans des locaux protégés. Donc, est-ce qu'on a un local sur lequel on va pouvoir venir installer ces onduleurs? Ou encore l'emplacement des coffrets de coupure des générateurs. En cas de problématique d'incendie, il faut pouvoir couper la production d'électricité des panneaux. Et donc, il faut qu'on ait des coffrets de coupure avec, dans l'idéal, un relais au rez-de-chaussée pour que les pompiers, quand ils arrivent en intervention en cas d'incendie, ils puissent, comme vous avez les coupures de gaz, ben, ils puissent aussi couper la production d'électricité des panneaux. Voilà quelques points de vigilance quand on mène une réflexion sur l'installation de panneaux photovoltaïques, qui ne se veut certainement pas exhaustive, mais déjà on a balayé un nombre de points qui permettent bien de valider ou pas la faisabilité de l'installation de panneaux photovoltaïques sur une copropriété. J'en C'est ai terminé pour ma présentation. la faisabilité technique. Ouais, Après, si on est à Beaune, il y a d'autres, peut-être d'autres critères. pardon? Si on est en secteur sauvegardé, des fois, il y a d'autres critères à prendre en compte. Oui, tout à fait, ouais, vous avez raison, je ne l'ai pas noté, mais évidemment, on installe des équipements à l'extérieur du bâtiment. Donc, à l'extérieur du bâtiment, on a des sujets urbanistiques. Alors, on a des sujets esthétiques, mais on a des sujets également urbanistiques. Si on est dans un secteur sauvegardé, si on est à proximité d'un monument qui est classé, bien sûr, il va falloir intégrer dès le début de la réflexion les autorités d'urbanisme, donc les services d'urbanisme, les architectes de bâtiments de France, pour savoir ce qu'il est possible de faire ou non. Et dans certaines zones, effectivement, ça sera un no-go tout de suite parce que on sait qu'on ne pourra pas installer de panneaux pour sauvegarder Le patrimoine. l'homogénéité, l'harmonie de l'urbanisme du quartier, par exemple. Très bien. Vous Merci avez d'autres éléments beaucoup. que j'ai pas notés, Madame Lévy? Pas comme ça. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Vous avez déjà des questions? On les prendra à la fin de la deuxième présentation, si ça vous ennuie pas. C'est bon pour vous? Ok pour moi. Donc Merci je coupe le beaucoup. micro. C'était très clair en tout cas. C'était ouais, très clair, très intéressant. Merci. On va passer au projet réponse. Oui, merci. Je vais faire une brève présentation du projet, puis après je vais passer au cas spécifique qui nous intéresse, hein, qui est l'autoconsommation, dans le cas du résidentiel, qui couvre une partie du projet Response. J'ai commencé par une présentation du projet Response dans son ensemble. Alors, du coup, on va passer directement à la suivante. C'est un projet donc, européen qui a commencé en 2020, qui va se terminer en 2025. Donc on approche de la fin tout doucement. Il va se terminer en septembre 2025 et c'est un projet partenarial qui réunit 54 partenaires à l'échelle européenne, dont une vingtaine au niveau local à Dijon et autour de Dijon. Parmi lesquels on a évidemment Dijon Métropole et la ville de Dijon, mais on a aussi EDF qui copilote le projet avec Dijon Métropole et Enedis
qui gèrent le réseau, et puis les bailleurs sociaux, Grandi Habitat et Orvitis, qui sont propriétaires de certains des bâtiments du projet Response. Et donc, c'est un projet d'expérimentation pour créer le démonstrateur de la ville durable à Dijon et à Turku en Finlande, qui donc, elle, exécute son projet dans un quartier, dans le quartier étudiant, l'équivalent du Crous, mais en Finlande. Et nous, on le fait dans le quartier de la Fontaine-Douche. On va passer à la slide suivante. Je vais parler plus spécifiquement de qu'est-ce qu'on fait dans ce projet. Où donc l'objectif, c'est de créer donc le démonstrateur de la ville durable, hein, d'une ville qui économise l'énergie notamment et qui produit de l'énergie renouvelable en créant des îlots à énergie positive à Fontaine-Douche. Ça va être le cœur de la présentation. Et pour ça, on mobilise un certain nombre de solutions. Je vais en présenter très brièvement quelques-unes. Et pour faire fonctionner ça, on mobilise les habitants du quartier de la Fontaine-Douche et on élabore un outil, enfin plusieurs outils d'ailleurs, un ensemble d'outils, un écosystème d'outils qui nous permettent de mieux comprendre les productions et consommations d'énergie à l'échelle du quartier, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du territoire. C'est des outils qui, à terme, pourront aussi nous aider à identifier des bâtiments et des quartiers prioritaires pour identifier des cas pertinents de travaux à mener pour soit produire de l'énergie renouvelable, soit économiser de l'énergie quand il y a des gisements d'économie qui sont disponibles. Et donc ça, c'est des outils qui vont nous aider à faire ça. Et à terme, le but, c'est de répliquer le projet, hein, donc c'est d'évaluer la performance des solutions technologiques qu'on aura déployées dans le quartier pour ensuite le répliquer dans d'autres quartiers de Dijon et dans d'autres quartiers en Europe. Vous avez vu dans la précédente slide qu'il y avait 6 villes qui accompagnent le projet, hein, qui observent les résultats pour le répliquer sur leur territoire. On va passer à la slide suivante où je voudrais vous montrer les bâtiments concrètement qui font partie de ces îlots. Donc en fait, en tout, il y a une douzaine de bâtiments, il y a 12 bâtiments. En gros, moitié qui appartiennent à la ville. Il y a 3 groupes scolaires, un centre sportif. Et puis, il y a 5 bâtiments qui appartiennent aux bailleurs sociaux. Il y en a 2 qui sont chez Orvitis, à peu près au centre du quartier, ici, qui sont cerclés en vert. Et puis 3 qui sont chez Grandi Habitat, dans l'îlot Franche-Comté, qui est là au nord du quartier, donc qui est à gauche sur la slide, cerclé en rouge. Et on a aussi la voirie, qui est propriété de la ville et qui est aussi une opportunité pour nous pour créer notamment de l'électricité solaire. On s'en appelle aux surfaces disponibles sur la voirie en suspendant des panneaux au-dessus du sol. Ouais. Et voilà des exemples de solutions. Donc, je ne vous ai pas fait une présentation exhaustive de tout ce qu'on fait, mais c'est pour vous donner une idée. Grosso modo, on multiplie des solutions pour les économies d'énergie à gauche en venant rénover thermiquement les bâtiments. Donc là, c'est finalement ce qui a été présenté par Monsieur Desgeorges auparavant d'une rénovation thermique pour améliorer l'étiquette des bâtiments. Là aussi, on va passer de D à B. Et on améliore aussi le pilotage du bâtiment grâce à des outils de smart building qui aident, qui facilitent l'optimisation de la consommation d'énergie dans les bâtiments, notamment la consommation de chaleur en l'occurrence. On vient rénover les systèmes d'éclairage du public du quartier, hein, l'éclairage dans la rue, et on travaille avec les habitants, et puis là, en l'occurrence, avec les enfants sur la photo, pour mieux comprendre ce qu'implique une consommation d'énergie et donc responsabiliser les usagers. Et à droite, c'est la production d'énergie renouvelable qui nous permet d'atteindre un cas de quartier à énergie positive, c'est-à-dire un quartier qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Donc à gauche, on réduit la consommation, à droite, on augmente la production, avec pour moitié de la production d'électricité, dont une grosse partie sera autoconsommée dans le quartier, et en bas, la production de chaleur renouvelable, hein, parce que quand on prend l'énergie de l'utilisation d'un bâtiment, en gros, les 3 quarts, c'est la chaleur, et un quart, c'est l'électricité spécifique, pour un bâtiment qui n'est pas chauffé à l'électricité, bien évidemment. Et je ne me répands pas là-dessus, mais aussi on a des systèmes de stockage, hein. On a parlé du fait que l'énergie renouvelable est produite à certaines heures qui n'est pas forcément les heures de consommation. On l'a vu pour le solaire, par exemple, hein, c'est un des exemples. Et donc, on va tester des solutions de stockage pour faire le lien entre les heures de production et les heures de consommation. Donc ça, c'est en très résumé ce qu'on fait sur le projet Response, qui donc devrait être inauguré en début d'année prochaine. Maintenant, je voudrais me focaliser sur vraiment un cas spécifique qui nous intéresse, qui est le cas du résidentiel, pour lequel on travaille encore avec les bailleurs Grandi Habitat et Orvitis. Et sur ce segment-là, très rapidement, on a les 2 îlots. Donc, l'îlot Grandi Habitat, on voit il y a 3 bâtiments qui sont concernés, mais l'ensemble de l'îlot fait 399 logements. L'îlot Orvitis est un petit peu plus petit, il n'a que 4 bâtiments qui comptabilisent 215 logements. Et le but, ça va être donc de les rénover en mettant 2 types de... Enfin, on les a rénovés thermiquement, on a mis des solutions de smart building. Et concernant le solaire, eh bien, on a 2 types de solutions. On va voir la slide suivante rapidement,
qui sont les pergolas solaires, donc qui consistent à suspendre les panneaux au-dessus du bâtiment, et les garde-corps photovoltaïques qui, eux, ont la capacité de produire en étant disposés verticalement sur les bords du bâtiment. Donc, c'est deux moyens de venir optimiser la production d'énergie solaire en venant trouver les moyens de se mettre dans les espaces dans lesquels on est capable de produire. Et donc, notamment le cas de la pergola qui est à gauche, qui permet là d'être suspendu au-dessus des organes qui occupent déjà l'espace de toiture. C'est des bâtiments qui font 7 étages, à peu près, qui font entre 5 et 8 étages, les bâtiments sur lesquels on travaille. Et ces bâtiments-là, donc, là, c'est pas représenté sur la slide, mais comme ceux qu'on a vus dans la présentation précédente, il y a des édicules d'ascenseur, de la ventilation. Il n'y a pas de pompe à chaleur en l'occurrence, mais il y a des édicules d'ascenseur, de la ventilation, ce qui fait que la surface est très occupée. Par conséquent, on va venir suspendre les panneaux par-dessus le bâtiment à l'aide d'une charpente qui ressemble à celle qu'on voit sur la partie gauche. On va montrer ensuite dans les slides suivantes le cas spécifique de ce qu'on installe chez Grandi Habitat et chez Orvitis. Il se trouve que chez Grandi Habitat, vous voyez, il y a deux bâtiments qui vont être couverts avec une double pergola sur le bâtiment qui est en haut, avec une puissance de 115 kW crête, et sur le deuxième bâtiment qui est sur la droite, c'est 50 kW crête, plus pour 22 kW crête de balustrade photovoltaïque. Alors, potentiellement, on va peut-être mettre plus on va solariser peut-être davantage le bâtiment le plus petit pour venir occuper la totalité de la toiture. Ça dépend des optimums technico-économiques qui sont encore en cours de discussion. Il se trouve que, vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu avant, en fait, la puissance installée, donc, elle est plus grande, notamment grâce à l'utilisation de ces pergolas qui permettent d'occuper beaucoup plus la surface du toit en venant suspendre les panneaux au-dessus de tous les encombrants qui se trouvent sur la toiture. Et à la slide suivante, on va regarder le cas d'Orvitis, puis vous allez voir que c'est très analogue, avec 32 kW crête de balustrade qui font grosso modo le tour du bâtiment, et les pergolas qui, elles, vont comptabiliser 142 kW crête de puissance maximale et orientées vers le sud-ouest, donc plutôt orientées de manière optimale et qui permettent de produire surtout en fin de journée, enfin, et de produire davantage en fin de journée. Le défi auquel on s'est opposé dans ce cas, c'est de réussir à produire et d'être capable d'utiliser efficacement cette électricité. Il se trouve que l'électricité, dans ce cas-là, elle est utilisée à 3 titres. Donc, on va retrouver un peu l'idée de ce que je présentais en début de présentation, avec l'autoconsommation en direct vers les communs du bâtiment. Donc, c'est la partie en bleu. La partie en jaune, c'est la revente. Donc, on peut avoir potentiellement une partie de cette électricité qui peut être revendue pour produire des recettes pour l'investisseur qui, en l'occurrence, et le bailleur dans ce cas-là. Et à droite, on a de l'électricité qui, elle, sera distribuée entre guillemets gratuitement aux locataires. C'est-à-dire qu'on ne va pas la refacturer. Les bailleurs ne vont pas refacturer cette électricité à leurs locataires. C'est un choix qui a été fait de la redistribuer, gratuitement. Donc on va voir, là, la question qui se pose, c'est comment on arrive à élaborer un modèle d'affaires qui permet d'améliorer la vie des locataires tout en ne venant pas gréver les finances du bailleur. Donc là, le but, c'est de trouver ce cas-là. Et donc là, on rentre dans un cas un peu sophistiqué. Il n'est pas immédiatement transposable au cas des copropriétés, mais je vous présente quand même l'idée qui est la nôtre. En gros, c'est qu'on travaille sur plusieurs. J'ai repris le code couleur qui est à droite, là, dans les flèches. Donc, en gros, c'est qu'on a une part d'électricité des communs, donc qui, comme elle n'est pas consommée, ça vient économiser de l'électricité qui aurait été achetée, qui du coup n'est plus achetée parce qu'elle est autoconsommée directement dans le bâtiment. Et à ce moment-là, ça vient réduire la facture des parties communes. Et vous voyez que cette part-là, elle est immédiatement déduite des charges des locataires. Ce qui fait que là, pour l'instant, le bailleur n'a pas économisé d'argent, en quelque sorte. Il a investi pour un système, mais il n'économise pas d'argent puisque c'est compensé par la réduction des charges des locataires. Il va falloir trouver donc d'autres sources de revenus, et donc il y a deux options qui sont complémentaires. C'est la vente de surplus non autoconsommé, donc la partie qui n'a pas été autoconsommée est vendue sur le réseau via le tarif de rachat S21, qui donc permet d'avoir un tarif de rachat garanti sur 20 ans. Et à côté de ça, le bailleur va demander une participation au locataire qui va permettre en gros, d'échanger des économies que les locataires vont faire sur leur bâtiment, et en échange de quoi le locataire, sur sa quittance, va payer une partie du financement pour aider le bailleur à rembourser son installation.
la grande question là-dedans, ça va être comment on s'assure que le bailleur réussit à avoir un gain faible mais non nul pour réussir à récupérer son argent, notamment en tenant compte à droite de l'investissement, de la maintenance des installations, ça a été évoqué avant, et puis les frais de gestion de l'opération d'autoconsommation collective. Il se trouve que l'objectif de notre opération, c'est que le bailleur récupère son argent, que la flèche verte qui est en bas à droite soit non nulle, mais qu'elle soit faible et qu'elle garantisse un maximum de gains pour le locataire. C'est justement ce que je vous montrer après, dans la slide d'après, voilà, où là, on a les recettes du point de vue du locataire. Donc vraiment, on a vu ce qui se passait du point de vue du bailleur. Là, c'est du point de vue du locataire. Là, ce qu'on a, c'est la réduction des charges qui, donc, là, vient en net positif pour le locataire, puisque ça permet de réduire les charges qu'il a sur sa quittance, les charges de fourniture d'électricité sur sa quittance. Et puis, une réduction de la facture individuelle d'électricité, ça, c'est les kilowattheures qui sont consommés en autoconsommation collective. Donc, c'est les kilowattheures qui sont déposés sur le réseau par l'installation du bailleur et qui sont ensuite, qui repassent par ce réseau et qui repassent par le compteur du locataire et qui vient occasionner une réduction de facture puisque ce kilowattheure n'a pas été fourni par le fournisseur d'électricité du locataire. Au contraire, ce kilowattheure, il va être fourni par le bailleur. Donc, sur cet élément de facture, le locataire fait une économie parce qu'il ne paye que sur ce kilowattheure-là. Hein. Il ne paye que les taxes, notamment la taxe d'utilisation du réseau qui s'appelle le TURP. Il ne paye que cette taxe-là. Il ne paye pas la fourniture qu'il devrait payer normalement auprès de son fournisseur. Et il se trouve que ça, c'est quelque chose qui devra apparaître sur sa facture en tant que telle, puisque ça, c'est bien des kilowattheures qui auront été lus, qui auront été mesurés par le compteur individuel de chaque locataire. Donc, ça sera une compensation qui sera faite à la facturation d'électricité du locataire sur sa facture individuelle auprès de son fournisseur qui est choisi librement. Donc, il y aura une ligne en plus qui dit il y a des kilowattheures qui ont été consommés qui viennent en déduction de votre facture. Donc ça, c'est les sources de recettes pour le locataire. Par contre, on a évidemment le bailleur qui demande une participation qui est nécessairement plus faible que la flèche en brique bleue, là, ce qui fait que le locataire, lui, il a un gain qui est relativement important, qui vient améliorer le mode de vie du locataire, puisqu'il a des kilowattheures gratuits, plus une réduction de ses charges. Donc c'est ça l'objectif qu'on s'est donné. Donc pour l'instant, on a juste des principes, mais là, du coup, je voudrais bien qu'on mette la suivante pour avoir l'ensemble consolidé. Où là, voilà, on a l'ensemble, on voit bien la réduction des charges qui donc est compensée directement chez le bailleur et qui est donc une recette pour le locataire. Et la participation demandée par le bailleur auprès des locataires, eh bien, vient à créer des recettes pour le bailleur et vient réduire les recettes pour le locataire. Ce qui fait que là, c'est un moyen pour nous d'avoir tout le monde qui est gagnant de cette opération. Donc, à la fois l'investisseur et à la fois les habitants du bâtiment. Et on va à la dernière slide. Il se trouve que pour nous, là, je passe rapidement parce que là, effectivement, ça a été mentionné, c'est assez spécifique à un cas de locataire dans ce cas-là, mais à mon avis, il y a des choses dont on peut s'inspirer pour une copropriété, dans le cas où les copropriétaires voudraient aussi faire appel à une opération d'autoconsommation collective. Il y a besoin ça ne se fait pas automatiquement. Il y a une opération potentiellement qui affecte les baux si jamais il s'agit de locataires dans une copropriété. Il y a aussi besoin de mettre à jour les baux si jamais on demande une part d'investissement au locataire qui affecte la quittance. Il y a besoin d'échanger, de signer un consentement pour échanger des données avec Enedis via le compteur Linky, qui donc n'est pas des informations auxquelles on peut accéder librement. Le compteur de chaque consommateur, c'est quelque chose qui est strictement encadré par la loi. Et donc, il y a une collecte de consentement à accéder à ces compteurs, donc qui doit être une opération qui doit être accomplie obligatoirement. Et comment on dit, l'AMO, la PMO, pardon, la personne morale organisatrice, qui devra être organisée aussi en l'occurrence chez le bailleur, mais c'est vrai aussi dans une copropriété, devra signer une convention avec Enedis pour créer formellement l'opération d'autoconsommation collective. Et une fois que cette convention est signée entre le propriétaire la PMO propriétaire du bâtiment et Enedis, à ce moment-là, il s'écoule un mois avant le lancement formel de l'opération d'autoconsommation collective. Donc il y a un processus administratif à suivre qui est pas exactement le même. Là, je vous donne mon expérience en tant que
chef de projet sur un cas qui est pour les locataires, hein, pas pour, enfin, pour les bailleurs sociaux. Donc, c'est pas exactement équivalent pour une copropriété. Mais néanmoins, ce qu'il y a à retenir, à mon avis, pour une copropriété, c'est quand même le fait qu'il y a une série d'opérations administratives à ne pas négliger pour pouvoir lancer cette opération-là. Dans le cas qui serait plus sophistiqué, enfin plus compliqué que celui qu'on a vu avant. Avant, ce qu'on a, c'est vraiment une stricte production d'électricité consommée par les communs. Donc, il n'y a pas d'opération de consommation collective, c'est une opération de consommation directe uniquement. Alors que dans le cas que je montrais ici, c'est un cas où une partie de cette électricité est aussi distribuée avec d'autres compteurs, en l'occurrence ceux des locataires. Donc c'est quelque chose qui est possible de faire, qui est plus délicat, et à ce moment-là, il faut être prudent dans comment on le met en place. Nous, dans le cadre de Response, on est en train d'expérimenter pour derrière, notre espoir, c'est être capable ensuite de le répliquer vers d'autres bâtiments, que ce soit des bâtiments de bailleurs sociaux ou des bâtiments de copropriété, pour lesquels on pourrait faire des opérations comme celle-là, où on viendrait installer plus que les besoins plus que les besoins, que la consommation des communs du bâtiment, mais aussi pour alimenter non pas que les locataires, mais aussi l'ensemble des consommateurs, qui sont tous les compteurs vers les appartements du bâtiment ou des bâtiments dans le cadre d'une opération avec plusieurs bâtiments. Et on est presque et demi, donc je vais m'arrêter là. On va prendre, je pense, les questions, il me semble. Oui, merci beaucoup. Oui, il faut remplacer locataire par habitant. Par habitant, généralement, qui peuvent être des locataires ou des copropriétaires qui résident dans leur Voilà. logement, tout à fait. La, Et donc, la qui ont un compteur différence comme tout le entre monde, un les compteur deux électrique comme exemples, tout le c'est monde. qu'il y en a un qui portait l'autoconsommation, elle portait sur la partie collective, et alors que l'autre, on va venir dans les logements. On va venir consommer de l'électricité dans les logements. Enfin, les deux, enfin, et les communs et les Et les logements. communs Tout à et fait. les On fait les logements, deux. pardon. Parce Oui. qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est une remarque, j'ai oublié de la reprendre, mais c'est très juste ce que disait Monsieur Desgeorges sur le fait que la chose la plus intéressante, c'est d'abord de consommer en autoconsommation directe, c'est-à-dire dans les communs, parce que vous n'avez aucune taxe. Donc, vous économisez vraiment des mégawattheures qui vous auraient coûté, dans l'exemple qui était donné, c'est 230 € le mégawattheure. Donc, ça dépend du contrat, hein, ça, c'est pas universel, mais mettons 230 € le mégawattheure, alors que sur l'autoconsommation, vous passez par le réseau, à ce moment-là, vous allez économiser non pas 230 mégawattheures, mais plutôt entre 150 et 200 € le mégawattheure, puisque vous avez quand même payé une partie de taxes. Et les taxes, elles ne vont pas en descendant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir tenu le timing. Ce que je vous propose, soit je relis vos questions que vous avez posées dans le chat, soit vous pouvez ouvrir vos micros et poser la question directement aux intervenants. Je vais mettre le partage en pause pendant le temps des questions. Comme ça, on peut se voir. Bon, si tout le monde est timide, je vais prendre les questions. Alors, Monsieur Farion, vous voulez poser une question? Vous voulez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Je suis donc un habitant, propriétaire qui vit dans ma copropriété. C'est moi qui ai parlé du secteur sauvegardé. J'habite donc en plein milieu du centre-ville de Dijon, dans un immeuble qui date des années 50, qui va donc être en voie de rénovation énergétique. On vient de faire on n'a pas encore reçu la réponse, mais on vient de faire le DPE, l'audit et le PPT. On a des conditions a priori assez idéales pour faire poser des panneaux solaires, puisqu'on a un toit qui est incliné à 45 degrés, qui est plein sud, qui est donc au 5e étage. Je me suis permis de faire signe à l'architecte des bâtiments de France, de demander qu'est-ce qu'on avait le droit de faire. Et on m'a répondu, faites-nous un projet, puis on vous dira. Ce qui signifie en gros, on vous dira non, quoi. Bon, bref. Alors moi, faire un projet, je trouve que c'est intéressant. La première question que j'ai à poser, c'est qu'on a un toit en tuiles incliné, je dirais à un peu plus de 45 degrés, qui ne dispose pas d'un accès. Quand on fait l'entretien du toit, on a des entreprises qui viennent, qui enlèvent des tuiles et qui descendent avec des garde-corps
pour faire ça? Est-ce que c'est, comment dire, stupide de se dire qu'un jour on pourra mettre des panneaux dessus pour des raisons de sécurité et d'entretien? Est-ce qu'il faut vraiment une terrasse pour pouvoir faire ça? Donc avoir des bâtiments de type Fontaine-Blouche, comme vous nous avez montré, ou si des bâtiments de ce type-là sont utilisables. Et puis, deuxièmement, est-ce que ça vaut le coup de commencer à faire un projet si on nous dit, bah, de toute façon, là où vous êtes, ça passera jamais? Et troisième question, à titre individuel, je dispose d'un balcon personnel qui est orienté plein sud. Est-ce que j'ai le droit de mettre des panneaux qui m'appartiennent, que j'aurais acheté chez un marchand de panneaux, pour pouvoir faire ma production d'électricité? Est-ce que c'est permis de faire ça? Je suis désolé, j'ai beaucoup de questions, mais le sujet m'intéresse. Je vais peut-être prendre la main pour répondre à Monsieur Farion. Merci de vos questions. La première, c'était la toiture à rampant. Est-ce que c'est possible de poser des panneaux dessus? Oui, c'est possible. C'est des techniques courantes. Les panneaux photovoltaïques se posent aussi sur des toitures tuiles. C'est pas avec des plots lestés, c'est avec des crochets qui viennent se fixer sous les tuiles et qui ressortent sous forme de U, qui permettent après de poser des rails pour qu'on fixe les panneaux dessus sans que ça euh, nuisent à l'étanchéité de la toiture, de la couverture. Est-ce que par contre, quelles sont les problématiques en termes de sécurité? De toute façon, pour intervenir sur ces toitures à rampant, dans l'extrême majorité des cas, il n'y a pas de garde-corps comme on peut mettre maintenant sur les toitures terrasses. Donc, c'est des interventions qui se font en travaux sur corde. Donc, il faut avoir des points d'ancrage. Et puis après, c'est des cordistes qui viennent faire les travaux d'installation des panneaux et de maintenance. Mais c'est envisageable et ça existe sur déjà beaucoup de bâtiments collectifs. Vous avez la problématique effectivement vis-à-vis du fait que vous êtes dans un secteur protégé et où il y aura toujours le, le risque que l'installation ne soit pas possible parce que les autorités d'urbanisme vous disent non. C'est pour ça qu'au départ de la réflexion, il faut quand même les intégrer dans la boucle. Quand on les intègre dans la boucle, s'ils disent faites-nous un projet, on vous dira, ça ne veut pas dire forcément faites tout de suite une déclaration préalable. Ça veut dire avoir un projet un peu établi. Où est-ce que vous allez positionner les panneaux? À quoi ils vont ressembler? Quel va être l'impact visuel? Et ça, c'est possible de le faire dès la phase d'étude de faisabilité ou d'avant-projet. Ensuite, la dernière question, c'était sur votre balcon. Et là, comme pour n'importe quel sujet, dès que vous allez poser des équipements à l'extérieur, ça a un impact sur la façade. Donc, ça nécessite une déclaration préalable également, comme quand on pose normalement une unité extérieure de pompe à chaleur, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas impossible. Moi, je connais pas de cas où ça a été fait. Mais dans tous les cas, vous aurez à demander au service d'urbanisme s'ils sont OK avec cette installation qui va avoir un impact sur la façade. Merci. Je vous en prie. Madame Figneron, est-ce que vous voulez prendre la suite, comme vous aviez pas mal de questions? Si vous préférez, je peux lire vos questions, si vous voulez pas ouvrir votre micro. Je prends les questions. D'accord, merci. Alors, je commence par la première. Vous aviez demandé, notre Assemblée générale a voté un 3PT et un DPE collectif et non un audit énergétique. Est-ce qu'on pourrait ensuite faire un ITE photovoltaïque plancher bas? Quelle est la différence entre un 3PT, DPE collectif et un audit énergétique? Vous voulez que je prenne la réponse? Si vous voulez. Je veux bien. Oui, comme je l'avais un petit peu, j'avais un peu répondu à cette question pendant ma présentation. Un plan pluriannuel de travaux, c'est un plan qui doit permettre à la copropriété de connaître les actions à mener dans le temps, est-ce qu'elles sont urgentes, moyen terme ou long terme, pour entretenir le patrimoine, donc pour le pérenniser. Par exemple, j'ai des dégradations sur la façade, ça va entraîner des problématiques d'infiltration d'eau, des problématiques structurelles, il faut les traiter.
pour économiser de l'énergie, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour améliorer la sécurité et la santé des occupants. Donc tout ça, ça doit être retrouvé dans un plan pluriannuel de travaux et ça nécessite forcément une phase de diagnostic, une visite du bâtiment et des préconisations de travaux. Ça nécessite aussi forcément une modélisation thermique pour pouvoir dire quel est le gain énergétique lié aux actions que l'on propose de réaliser. Donc ça ressemble fortement à ce qu'on fait dans un audit énergétique. L'audit énergétique avait, suivant j'allais dire, suivant aussi les régions ou les collectivités, il y avait plus ou moins d'exigences. Il y a des exigences en plus que sur le plan pluriannuel de travaux. Et l'audit énergétique, il proposait aussi, en général, des scénarios de travaux qui permettaient d'atteindre un certain gain, d'aller chercher des financements, ce qui n'est pas une obligation dans un plan pluriannuel de travaux. Voilà, donc tout ça, ça dépend des prestataires que vous sollicitez pour réaliser ces plans pluriannuels de travaux. Et l'autre question, c'était de savoir si à la suite de ce plan pluriannuel de travaux, on pouvait se lancer dans un projet d'isolation des façades, plancher bas et installation de panneaux photovoltaïques, je crois. Oui. Oui, ça ne change pas le fait que une fois que vous avez un plan pluriannuel de travaux et vous savez qu'est-ce qui est à traiter en urgence, ça n'empêche pas de réfléchir à un scénario de travaux de rénovation globale qui se tienne et qui permettra, in fine, d'avoir des coûts de travaux moins importants au total parce qu'on aura des synergies, on aura des éléments qui seront mutualisés, comme les échafaudages, comme la base vie, et on ne refera pas plusieurs fois les mêmes travaux. Par exemple, sur une toiture, dans le cas d'une toiture terrasse, si on vient faire une isolation des murs sur la toiture, il va falloir mettre en haut de mur une couvertine métallique pour protéger l'isolant. Si on vient refaire une étanchéité derrière de la toiture terrasse, on va certainement devoir changer à nouveau cette couvertine si on veut isoler l'acrotère côté toiture. Et donc, il y a toujours un intérêt à mutualiser les travaux, un intérêt financier pour les copropriétaires, d'autant plus que les dispositifs de financement sont basés sur des programmes de rénovation globale. Il faut atteindre, pour le dispositif le plus connu, MaPrimeRénov', 35% de gain énergétique. Et donc ça nécessite de mettre à l'ordre du jour plusieurs postes de travaux pour la rénovation de la copropriété. Voilà. Merci. Je pose pas la question sur les pompes à chaleur parce que vous avez répondu tout à l'heure pendant la présentation. Et elle demandait aussi, peut-on faire une isolation thermique par l'extérieur si la façade côté rue comporte plus de surface de fenêtres vitrées que de murs ou si la façade côté cour a plus de balcons avec porte-fenêtre que de murs? Peut-être... Oui, je peux apporter un élément de réponse. C'est pas parce qu'il y a plus de surface de fenêtre que de murs qu'il n'est pas intéressant d'isoler les murs, mais il faut le vérifier. C'est-à-dire que justement, avec un plan pluriannuel de travaux ou avec un audit énergétique ou avec une première mission qui permet de dégrossir le terrain, on voit quel est l'impact de l'isolation des murs. Peut-être qu'il sera minime si les menuiseries représentent une grande surface. Mais si les menuiseries sont rénovées et que les murs sont très déperditifs, ça sera quand même intéressant de les isoler parce que ça va représenter des zones de déperdition importantes. Donc, a priori, c'est pas parce qu'il y a plus de fenêtres que de murs qu'il n'y a pas une faisabilité technique. C'est-à-dire que c'est quand même faisable techniquement d'isoler les murs, mais il y a plein d'autres éléments à vérifier pour savoir si c'est possible ou non et si c'est intéressant ou non. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, Madame Delage, vous voulez prendre la parole? Vous voulez que je lise votre question? Allez, je lis votre question. Non, vous avez ouvert le micro, donc je vous laisse parler. Allô? Ça n'a pas l'air de fonctionner, même si vous avez ouvert le micro. Alors, je vais lire votre question. Donc, petite copropriété, 6 copropriétaires occupants à Dijon. Devis énergétique et des TG seront faits en décembre. Le syndic est bénévole. Ils sont accompagnés par Rénovéco. Ils ont aucun AMO qui veut les suivre. Ils sont trop petits, je me souviens, on en avait discuté. Ils sont trop petits. Et syndic bénévole. Voilà. Et la question, c'est est-ce que Cénova serait prêt à le faire? Ce serait une question de venir voir Dijon.
C'est gentil pour cette question. Nous, effectivement, on fait à la fois de la maîtrise d'œuvre, mais on fait aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, la différence entre la maîtrise d'œuvre et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est que le maître d'œuvre, il fait la conception technique du programme de travaux et il fait le travail de consultation des entreprises, donc création d'un dossier de consultation, consultation et analyse des offres pour aider la copropriété à choisir les entreprises à retenir et pour que le programme de travaux soit garanti et assurable dans le temps. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, lui, il fait le travail à la fois d'accompagnement de la copropriété dans ses orientations de choix de travaux et dans la mobilisation des financements, que ce soit déposer les dossiers de subvention ou accompagner dans les montages de dossiers de prêt. Ça, effectivement, nous, on le réalise. On le réalise pour des copropriétés de toute taille. Là, une copropriété de 6 logements qui est à Dijon, je ne peux pas dire qu'on le fera de manière assurée, mais en tout cas, c'est possible de nous contacter pour voir si c'est envisageable de remettre un devis, bien sûr. Oui, le coût est quand même plus élevé quand c'est une toute petite copro. Il y a aussi des aides spécifiques. Donc, il y avait Monsieur Gatet qui posait la question, quelle est la surface minimale pour des panneaux servant uniquement de secours à la pompe à chaleur, copropriété de 10 appartements? Qu'est-ce que vous avez le micro coupé, pardon. J'ai pas entendu la question, vous avez dit quoi? Alors, quelle est la surface minimale pour des panneaux servant uniquement de secours à la pompe à chaleur pour une copropriété de 10 appartements? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre ce que l'on entend par servir uniquement de secours à la pompe à chaleur. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, pour la consommation de la pompe à chaleur sur la copropriété de 40 logements, on est sur une quarantaine de panneaux qui seront installés. Et une quarantaine de panneaux, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça doit représenter un peu moins de 200 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est difficile de répondre précisément à la question, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc, il faut quand même une surface un petit peu conséquente pour que l'installation soit intéressante. Alors, je continue. Il y avait la question, comment se répartit la production entre les locataires? Y a-t-il une méthode, une technique pour ventiler la gratuité de façon juste et équitable? C'est... Oui, du coup, c'était plus une question Oui, pour le projet oui, Response. oui. Là-dessus, pour la répartir, hein, donc, comme c'est expliqué dans la slide, hein, je rappelle juste, donc, on ne va pas suivre l'électron depuis le panneau jusqu'à l'appartement de la personne, ça c'est quelque chose qui est impossible à faire. Donc c'est une réallocation qui se fait a posteriori. C'est pour ça qu'on a besoin de suivre les valeurs des Linky d'ailleurs. La question ce qui est dans votre question, c'est de dire, mais comme si j'ai produit 10 kWh qui sont répartis aux locataires, à qui reçoit les 10 ou qui en reçoit un? J'ai 10 logements, je distribue comment? Il se trouve que c'est libre, la clé de répartition qui permet de savoir comment on va répartir l'électricité entre différents logements. C'est libre pour la PMO qui crée l'opération d'autoconsommation collective. Donc on peut très bien dire la même quantité va dans tous les logements, mais on peut aussi faire une répartition au tantième en fonction des surfaces des différents logements. C'est possible aussi. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites dès que vous avez créé une PMO. Vous définissez une clé de répartition vers les différents compteurs avec des priorités vers certains compteurs si jamais cela paye davantage que d'autres, notamment si jamais c'est des surfaces plus grandes, typiquement. Donc ça, c'est vu avec Enedis lors de la création de votre convention, et ça peut être mis à jour au fur et à mesure du temps. Vous n'avez pas à la définir définitivement, on peut la changer si jamais on a changé d'avis. Merci. J'avais raté la question, peut-on mettre des panneaux photovoltaïques à la place des garde-corps de chaque balcon?
Nous, ce qu'on a testé, c'est d'essayer de le faire donc sur le haut de la toiture. Il se trouve que c'est des choses qui se font beaucoup en Europe du Nord, notamment en Allemagne. C'est très courant en Suisse aussi, je crois. En France, c'est encore un peu compliqué de ce que j'en comprends. Ça va progresser pour que ça devienne plus facile d'installer ces panneaux en garde-corps de balcon. Mais pour l'instant, c'est encore un peu délicat en France. On espère que justement que les travaux qui sont faits vont faire évoluer la législation et la réglementation. C'est pas que la législation, c'est beaucoup la réglementation bâtimentaire pourrait évoluer grâce à ça. Évidemment, c'est comme que j'anticipe le commentaire de Monsieur Desgeorges, hein, c'est évidemment ça induit un changement de façade, enfin, une évolution de la façade, et donc ça va de pair avec un permis de construire ou un permis modificatif, parce qu'on ne construit pas, plutôt un permis modificatif, et donc qui se heurte aux mêmes contraintes d'aspect extérieur du bâtiment que ce qu'on a sur la couverture d'une toiture par des panneaux solaires. Merci. Balcon sur cour intérieur, oui, d'accord. Ok. Qui donne pas sur la rue. Je pense avoir fait le tour des questions. Si j'ai oublié des questions, c'est le moment de vous manifester. Donc, si vous avez encore des questions. Oui, est-ce que je peux? Oui, On m'entend? avec plaisir. Je vous Oui, entends très bonjour. bien. Bonjour. Merci. Bonjour, Thierry-Jean Mougin, copropriété à Beaune. J'aurais deux questions. Il y en a une qui est un prolongement d'une question qui a été traitée par Monsieur Desgeorges à propos du 3PT, puisque le 3PT utilise les résultats du DPE, qu'il n'est pas obligatoire d'inclure dans le 3PT un audit énergétique que je comprends être l'instrument qui avait été obligatoire pour certaines grandes copropriétés jusqu'en 2017 et qui utilisait une méthode que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai lue, elle s'appelait THCEEX, alors que le DPE utilise une méthode qui s'appelle 3CL. Si le PPPT n'incorpore pas un audit énergétique, mais qu'il doit proposer une modélisation thermique pour déterminer un programme de travaux de rénovation énergétique, comment est-ce que le prestataire s'y prend? C'est-à-dire quel est l'instrument d'analyse plus approfondi que le simple DPE qu'il va utiliser? Qu'est-ce qu'il faut lui demander dans son cahier des charges? Alors, en sachant que j'ai deux cas, une petite copropriété et une grande, dans la grande, il y a déjà eu un audit énergétique en 2017 qui donne des scénarios et des budgets avec toutes sortes de graphiques, de graphes intéressants, et c'est un assez épais document. Dans la petite copropriété, pour l'instant, on ne disposera que d'un DPE et c'est à déterminer si le prestataire va employer la méthode de l'audit énergétique pour moins de 10 appartements où il a dit qu'il viendrait visiter tous les appartements. Donc il y a les deux cas, mais finalement, si le PPPT n'inclut pas un audit énergétique global, qu'est-ce qu'il doit inclure pour être la source d'un calendrier de travaux? Euh, alors déjà, vous êtes bien informé sur le sujet. Effectivement, les audits énergétiques étaient obligatoires pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots, et ça devait être réalisé avant 2017, et ça utilisait une méthode qui s'appelait THCEX, alors que, adossé au plan pluriannuel de travaux, il faut, et c'est des obligations pour les copropriétés, réaliser un DPE de l'immeuble, et donc c'est une modélisation thermique. Ces deux méthodes de calcul qui sont réglementaires, qui ont des différences, donc qui produisent des résultats qui peuvent être légèrement différents. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la méthode THCEX a été rendue obsolète par l'arrivée de la méthode 3CL, en tout cas à minima pour tout ce qui est organisme de financement, pour tout ce qui est de l'ordre de la subvention. Maintenant, tous les dispositifs de financement sont en train de basculer sur des exigences de calcul avec une méthode 3CL DPE 2021. D'accord. Donc,
si vous avez un prestataire qui vous fait un plan pluriannuel de travaux et que pour faire ce plan pluriannuel de travaux, il réalise un DPE, ça vous permet d'avoir effectivement de connaître le gain énergétique éventuel associé à chacune des actions. Ce qui n'est pas obligatoire dans le plan pluriannuel de travaux et qui l'était dans les audits, c'était de faire des scénarios de travaux et de produire une ingénierie financière derrière. C'est-à-dire, si je fais mon isolation des façades, j'ai 8% de gain énergétique. Si je fais la toiture, j'ai X%. Si je fais la ventilation, pareil. Et ben, si je fais un scénario de travaux, quel est mon gain énergétique? Est-ce que ça me permet de débloquer des subventions? Quelle est ma quote-part pour deux typologies de logements? Et quel est le montant de subvention que je pourrais toucher à l'échelle du logement? Quel sera le reste à charge? Voilà. Donc, au prestataire, mon conseil, ça serait de lui demander que soit intégré dans sa mission le fait de produire à minima un scénario de travaux qui permet de débloquer les subventions, enfin la subvention principale, qui est la subvention MaPrimeRénov'. Et pour débloquer cette subvention, il faut un gain énergétique de 35% sur la base de la méthode 3CL. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. D'accord, merci beaucoup. La deuxième question, elle vient de mes voisins. Nous avons dans la grande copropriété, nous avons 80 logements et 4 bâtiments. Nous avons de l'eau chaude sanitaire individuelle. Nous avons des toits terrasses et beaucoup parlent de panneaux thermiques pour le chauffage de l'eau. Donc ça, c'est différent évidemment des panneaux photovoltaïques. Mais est-ce que vous avez des informations sur ce système et est-ce qu'il serait compatible sur un même toit terrasse de mettre des panneaux thermiques et des panneaux photovoltaïques? Est-ce que ça serait intéressant ou pas? Ou qu'en est-il au juste? Alors, la question que vous posez, elle est intéressante parce que c'est, en gros, est-ce que je peux utiliser des énergies renouvelables, que ce soit pour produire l'électricité, mais aussi pour produire de la chaleur ou de l'eau chaude, en L'eau l'occurrence l'eau chaude, chaude oui. sanitaire. Oui, La copropriété dont vous parlez va devoir passer par une étude de faisabilité pour savoir déjà s'ils veulent installer des panneaux solaires thermiques sur le toit. Il faut avoir en tête que c'est des panneaux qui auront un poids plus important que les panneaux photovoltaïques, ah oui, puisqu'on fera circuler un liquide caloporteur dans les panneaux et que c'est ce liquide-là qui va récupérer les calories du soleil pour les stocker dans un ballon de stockage qui permettra ensuite, avec un échangeur, d'amener de l'eau chaude sanitaire dans les logements. Et donc, ça veut dire aussi la création d'un réseau collectif mhm, qui mhm. n'existe pas à l'heure actuelle. Et Oui. donc, un réseau collectif, ça veut dire un réseau collectif qui circule dans les parties communes, mais qui va aller circuler également dans chaque logement pour atteindre toutes les pièces humides où l'on veut avoir de l'eau chaude qui soit produite. Mhm. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour vérifier si c'est vraiment envisageable d'un point de vue technique et intéressant d'un point de vue économique de passer sur une telle solution. Et je serais bien en peine de vous répondre tout de suite pour vous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas pour cette copropriété. Oui, bien sûr, Mais bien c'est sûr. des projets qui s'étudient et il faut après prendre en compte toutes voilà, les différentes problématiques que l'on a sur ces sujets-là. Par exemple, les panneaux solaires thermiques ne couvriront jamais 100% de la production d'eau chaude sanitaire. Parce que là, après, on a des risques de surchauffe du liquide quand on veut atteindre de tels niveaux de production. Et quand ce liquide il surchauffe, il a tendance à ce qu'on appelle caraméliser. C'est-à-dire que le glycol qui est présent dans le produit va se solidifier et encrasser le réseau des panneaux, ce qui est du coup pas bon pour la pérennité de l'installation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un autre organe de production de chaleur pour compléter les panneaux solaires thermiques, euh, y compris quand on veut uniquement faire de l'eau chaude avec. Oui, Voilà. oui, Donc il y a plusieurs sujets qui font que c'est des installations qui existent, mais qui ne sont pas monnaie courante quand même en copropriété. très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Je vous en beaucoup. prie. Je vais lancer un sondage parce que nous aussi, on a des questions pour vous. Je ne sais pas si vous les voyez, si elles se sont affichées. Voilà, si vous pouviez répondre à nos petites questions. Bien sûr, oui.
Est-ce que tout le monde les voit? Super. Enfin, on a au moins une participation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à préciser les prochaines thématiques que vous souhaiteriez voir abordées. Ça peut être le solaire thermique hein, pour donc chauffer l'eau. Ça peut être sur toutes les thématiques qui ont un rapport avec la transition écologique en copropriété. Hop. Je voudrais juste vous parler de notre programme à venir sur Dijon. Voilà. Sur Beaune, c'est un autre programme qu'on ne présente pas aujourd'hui. Et sur Dijon, il va y avoir 2 autres webinaires d'ici la fin de l'année. Gérer les eaux pluviales en copropriété et végétaliser sa copro. Il va y avoir 2 balades thermiques à Dijon. Donc, c'est une balade thermique, on se balade dans Dijon, enfin dans une rue ou un quartier de Dijon avec une caméra thermique et on regarde les bâtiments, on regarde en direct les déperditions des bâtiments. Ça se passe en hiver, hein, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait depuis la dernière était en février, puisqu'il faut que le bâtiment soit chauffé pour qu'on puisse voir par où sort la chaleur. On va aussi vous proposer la visite d'une copropriété rénovée, un petit déjeuner syndic qui sera sur le thème des contraintes d'urbanisme liées à la rénovation de copropriété. Et puis, on a terminé des vidéos retour d'expérience sur la copropriété Éperon et Arquebuse. Et on va les publier. Il y en a d'autres qui sont en cours de tournage. Voilà. Tous ces événements, vous pouvez retrouver les dates au fur et à mesure qu'elles sont publiées sur le Coach CoPro. Voilà. Sur la partie publique du Coach CoPro. On vous remercie d'avoir participé à notre premier webinaire. Je vous ai mis, il y a une petite nouveauté à Rénoveco en bas, c'est que à partir de la semaine dernière, on a mis en place une permanence copropriété. Donc, si vous appelez le lundi de 14h à 17h, il y a un conseiller dédié à la copropriété, enfin, il y en a même 2, qui vont répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre participation. Merci. Je vous remercie également. Voilà, La je part crois du que- jour de Merci, à propos. Merci à bientôt. tous. À la prochaine. Merci, on a tenu le Merci à vous. timing. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci, merci Au revoir, beaucoup mesdames, messieurs. aux Au revoir intervenants. à tous. Merci.